Pour reprendre cette dernière partie, je vais maintenant accueillir Philippe Robert, qui est professeur de psychiatrie à l'université de Nice Sophia Antipolis. Il est directeur de l'équipe Cognition, Behavior and Technology. Il est co-directeur aussi du Centre Mémoire de ressources et de recherche du CHU de Nice et président de l'association IA pour Innovation Alzheimer Affect Autisme. Et ses domaines d'expertise concernent les symptômes comportementaux et psychologiques, l'évaluation et le traitement de l'apathie et l'utilisation des nouvelles technologies pour le diagnostic et la stimulation dans le cadre des pathologies neuropsychiatriques. Avec lui, nous allons explorer pour cette dernière partie de la journée les relations entre jeu et pathologie neuropsychiatrique. Merci d'accueillir le professeur Philippe Robert. Exactement. C'est celui-là. Oui. Bon, c'est bien. Écoutez, merci et puis merci pour l'invitation à cette journée. C'est vraiment très très bien. Je m'éclate beaucoup plus que dans les congrès médicaux. Alors effectivement, c'est fatigant. On a l'effet du vendredi et on est un peu tous fatigués. Alors là, c'est la première diapositive qui met un petit peu en avant effectivement les personnes et l'équipe, les différentes équipes auxquelles j'appartiens. Alors il y avait le titre. C'était troubles neuropsychiatriques et jeux. Et alors, ce titre, il était aussi en anglais. Pourquoi ? Pourquoi ? I would like to react to the trick-track Michael interview last Tuesday. It's a fucking interview because, you know, the interviewer said this is the step 0 of the meeting and of the program of Asmodee. There is only people who speak French, even if it is a topic which is most related to the English language. This is bullshit, you know. This is really bullshit because really all the round table, all the presentation are really nice. Je suis désolé de cette perte de contrôle. Mais c'est, je crois, un petit peu l'illustration d'un symptôme qu'on retrouve dans les troubles neuropsychiatriques. Qu'est-ce qui fait le décalage entre le fait que ce soit un symptôme d'une pathologie et puis une sorte de petite représentation? C'est la capacité qu'on a à contrôler les événements. Et tout à l'heure, il y a eu un magnifique exposé justement sur le contrôle de l'agressivité, et c'est des choses qui sont très importantes. Alors, donc l'équipe Cognition Behavior Technology, elle a deux objectifs. C'est d'utiliser les nouvelles technologies. Donc, je parlerai plus des jeux utilisant ces technologies dans ce qu'on appelle l'évaluation. Et là, on va utiliser des capteurs, comme ça a été très brillamment montré dans la présentation précédente, des capteurs qui peuvent être sur la voix, qui peuvent être sur la vision ou qui peuvent être sur l'activité physique. Et je vous donnerai quelques exemples. Et puis la deuxième partie, c'est sur la stimulation, la prise en charge, l'entraînement pour essayer de soit contrôler des troubles du comportement, et vous verrez que ce n'est pas forcément ce que je viens d'essayer de présenter, ou donc les cognitions. Alors, ça, c'est la seule diapositive dite académique. Qu'est-ce que c'est que la neuropsychiatrie? La neuropsychiatrie, elle est issue de deux diplômes, disciplines. C'est la psychiatrie biologique d'un côté, et de l'autre, la neurologie comportementale. Les symptômes neuropsychiatriques sont les manifestations primaires du dysfonctionnement cérébral. C'est pour ça qu'il y a le cerveau qui est mis en haut. Et le type de symptôme va réellement dépendre de la zone qui est touchée. Les symptômes neuropsychiatriques apparaissent quand il y a un circuit qui est lésé, mais
il y a des changements qui peuvent se faire, pas seulement quand un circuit, quand une lésion est lésée, mais aussi en fonction de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et en particulier dans la problématique du jeu, qui va pouvoir modifier, enrichir d'une certaine façon un environnement, et à partir de là, peut-être aider. Alors, ça, diapositive pour dire un petit peu voilà, sur quel échelon de grandeur on se place. Tout ce qui est la maladie de Parkinson et les maladies des noyaux gris centraux, vous voyez, c'est en termes de millions de personnes, 24 millions. La maladie de l'Alzheimer, environ 92 millions. La dépression, 300 millions de personnes. Et les maladies psychiatriques, 450 millions si on regarde l'OMS. Donc, il y a beaucoup de gens à aider. Et pour les gens d'Innovation Factory, il y a peut-être beaucoup de business à faire. Voilà. Alors, pour ce qui est du schéma très, très global de comment ça se passe, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs biologiques qui vont concourir à présenter des troubles cognitifs d'un côté, des troubles de la mémoire, des troubles du langage, et puis des troubles du comportement. Et tout ça, ça va aboutir à une perte de l'autonomie et de l'adaptation dans la vie de tous les jours. Alors, sur la petite partie là, de l'écran, il y a un cerveau qui est illustré avec des zones qui sont d'abord un petit peu en violet, et puis un peu plus, et puis encore plus. C'est pour illustrer ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, où eh bien, il y a une augmentation de protéines pathologiques. Alors pourquoi je raconte ça? C'est parce que ce matin, j'étais c'était quoi? C'était Pepsi Avenger ou Space Space Avenger. Moi, j'aimerais bien, donc j'ai demandé le code, je crois, à savoir où trouver le code. Je voudrais bien faire un Amyloid Avenger, parce que ça peut être une sorte de jeu aussi, qui est une sensibilisation à ce qui peut se passer dans le cerveau. Ça, c'est des remarques, je vais en faire quelques-unes par rapport à ce que j'ai entendu. Alors, après ça, ça passe plus. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous signaler que un des symptômes les plus fréquents, qu'on retrouve le plus, c'est le contraire de la désinhibition que j'ai essayé de mimer, c'est l'apathie, c'est la perte de la motivation. Et là, le jeu est aussi quelque chose qui peut être très utile. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est la fin de la journée, quelques vidéos qui essayent, à partir d'études ou de programmes qui sont en cours, d'illustrer comment des jeux peuvent être utiles dans différentes pathologies. Le premier exemple, c'est celui de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, vous savez, qui entraîne des troubles cognitifs, mais aussi des troubles de la marche, et puis aussi des vertiges. Alors, c'est une étude qui a été faite par Marie-Laure Velter, qui est une collègue qui travaille à côté à la Salpêtrière, qui est neurophysiologiste et qui travaille sur la stimulation cérébrale profonde pour essayer de traiter justement les patients parkinsoniens. Et elle a fait cette étude parce que, bon, à la fois, on traite certains symptômes, mais pas d'autres. Donc là, eh bien, a été développé un jeu pour essayer de faciliter la rééducation des troubles de l'équilibre chez ces patients. Alors, voyez un peu ce que ça donne. Une Kinect. Et puis donc un système de contrôle. Alors, il y a eu une première publication dans une étude de faisabilité qui met en évidence qu'effectivement, les patients avec ce jeu qui s'appelle Top Run, Top T-A-U-P-E, je crois, eh bien, ça permet de faciliter la rééducation dans ces pathologies. Il y aurait d'autres jeux. Il y a un autre qui s'appelle Voracifiche, qui est utilisé pour essayer de rééduquer les personnes qui ont eu des hémiplégies des membres supérieurs. Alors, le deuxième exemple que je voudrais vous donner, ça concerne la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer.
La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche la mémoire et il y a différentes... les amis, là, vous pouvez m'aider parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Merci. Donc la maladie d'Alzheimer, voici un autre exemple pour la maladie d'Alzheimer qui utilise aussi une kinette et donc un exergame qui essaye de stimuler l'activité cognitive et comportementale et aussi motrice. Et ça, c'est plus qu'une étude de faisabilité, c'est ce qu'on appelle un PRME, projet de recherche médico-économique. Alors là, on est au centre Claude Pompidou à Nice. Et donc, vous allez voir un petit exemple, quelques secondes, d'un patient qui est avec une psychologue. Alors ce patient, il a une atrophie corticale postérieure, c'est-à-dire qu'il a des troubles cognitifs, des troubles de la marche et puis aussi des troubles de la vision. Et levez la main droite. Voilà, c'est bon, ça a bien détecté. Donc on va pouvoir y aller. Vous allez, à l'aide de votre main, cliquer sur suivant, voilà, et sur jouer. Donc vous allez de nouveau dans le sous-marin. Donc vous allez de nouveau dans le sous-marin. Et votre mission alpha, c'est d'aller au point 0. D'accord? Donc pour vous déplacer, voilà, vous marchez sur place. Il vous reste 9 km. C'est parfait. C'est en tout cas le design de l'étude pendant 2 mois. Donc là, l'exercice commence. Le drapeau indique quelle direction. Là, on passe à la partie cognitive quand on arrive dans l'île. Voilà, parfait. Donc, style. Voilà, parfait. Donc, style indique la gauche, vous levez le bras gauche. Bon, c'est un accueil de jour. Et là, il y a plusieurs personnes qui regardent. Allez-y, encore un peu. Une des critiques qui nous a été faite, c'est que c'est un jeu de guerre. Allez, on tire, voilà. C'est pas pour les femmes. Allez-y. Allez, encore. Allez, on va le couler là. Allez, encore. Ça y est. Ça y est, allez, encore. Ah ben ça y est, la poulet, hein. Ah, je ne sais pas. On l'a raté. Allez-y, Thérèse. Ouais. Ça y est. C'est parfait. Allez, encore, Thérèse. Voilà, c'est bien. Allez, c'est bon, on va récupérer. On a gagné. Ici, c'est un centre hospitalier de Bastia, dans une EHPAD et un centre mémoire. Et là, c'est pour montrer aussi que c'est pas parce qu'on joue à ce type de jeu qu'on diminue les interactions sociales. Parce qu'il est tout à fait possible de faire des activités de groupe avec les patients à ce niveau-là. Donc ça, c'est une étude. C'est tellement joli ce qu'il dit. Voilà, donc merci à tous les gens. Alors c'est une étude qui est en cours. Il y a 18 centres qui sont impliqués, centre mémoire, accueil de jour et EHPAD, et avec une évaluation qui permet d'avoir à la fois un suivi, une évaluation à court terme, mais aussi à moyen terme. Alors, un autre exemple maintenant que je vais vous donner, c'est l'utilisation, parce que là, ça nécessite peu de matériel, mais quand même un peu de matériel. Mais est-ce qu'il est possible de faire des choses avec une simple tablette, avec un simple écran? Et donc, comme on vous l'a dit, moi je participe avec le docteur David là, au centre mémoire du CHU de Nice. On reçoit beaucoup de patients et ces patients, ils n'ont pas tous la maladie d'Alzheimer et ils nous demandent à la fin, mais docteur, qu'est-ce que je vais faire pour entraîner ma mémoire? Je ne peux pas leur proposer de voir des psychologues parce que les psychologues, elles sont ici en congrès et puis elles ne reçoivent pas et puis ça coûte cher les psychologues. Bon, donc, une des solutions, c'est de leur proposer éventuellement d'utiliser des jeux sur des tablettes. Alors là, je vous illustre avec un senior que vous connaissez. Donc, vous voyez ici devant vous un code où en dessous de chaque chiffre, vous avez un petit symbole qui est marqué. Donc là, votre travail, c'est de reproduire ce code en dessous. Donc, vous avez des chiffres. C'est un jeu classique. Vous devez redessiner le symbole qui correspond à chaque chiffre. Par exemple, le 1, c'est le moins, le 2, c'est un D inversé. Exactement. Et donc là, c'est, je pense que c'est la même chose. Regardez, seulement c'est avec des dessins. Donc là, je dois mettre le symbole qui correspond. Voilà.
C'est pareil, un test tout à ça fait me paraît classique. plus simple là, non? Alors ça paraît tout simple, donc là je ne parle plus parce que je vais raconter des bêtises. Donc ça c'est la version qui est sur simple tablette, hein, c'est une application qu'on a créée qui s'appelle Memo, hein, qui est soutenue par une association qui est gratuite bien sûr et qu'on propose, hein, aux patients, et les exercices qu'on leur propose sont adaptés aux difficultés, hein, qu'on observe chez eux. Ça c'est des épreuves de mémoire et le principe c'est que l'on revoit les patients, hein, quelques mois après, et qu'on évalue avec eux, hein, à partir des résultats qui sont bien sûr enregistrés dans une base de données sécurisée, hein, leur performance. Donc ça, c'est un exemple utilisant une tablette. Et, vous avez différents types de jeux, je passe ça. Alors, dernier exemple, hein, concernant la maladie d'Alzheimer, donc ça c'est un site qu'on a créé dans un projet avec la CNSA qui s'appelle Aidant et Ève. Et dans ce site, eh bien, j'en ai discuté avec l'un ou l'autre là tout à l'heure, on a inséré un serious game qui ressemble tout à fait à, comment il s'appelle, Christou, la Cricou, le jeu qu'on a vu ce matin là pour les... Hein, oui, c'est le même. C'est le même, sauf que là, on est dans une pièce, et dans cette pièce, eh bien, selon où je me déplace, il y a des choses qui sont un petit peu dangereuses, et donc je vais devoir les apprendre. Et on associe ça avec la minute des étourdis, qui est une minute qu'on essaye de faire une fois par mois pour donner des informations aussi aux aidants. Alors, ce que on a pensé là pendant tout ce qu'on a vu, et puis c'est ce dernier jeu là que je viens de regarder juste avant la pause, c'est que vous savez là au mois de septembre on a la semaine, la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer. Chaque année on a des manifestations grand public où on essaye de faire venir des patients, des aidants et tous les gens qui veulent pour visiter un petit peu l'Institut Claude Pompidou. Et cette année, on a décidé qu'on allait aussi faire des jeux. Hein, et faire des jeux, donc Julie et Laure qui sont là vont aller vous voir l'un ou l'autre pour solliciter des idées. Là, on a trouvé une idée absolument géniale pour faire un jeu contre la discrimination. Hein. Et puis, il peut y en avoir d'autres. Ça, c'est un projet, un jeu de société au travers duquel, pour essayer de donner aussi une information aux enfants sur ce que devient leur grand-père ou leur grand-mère. Et le concept qui a été, que Julien et les collègues ont dit ce matin, là, de jeu, je ne me rappelle jamais, c'est mixte, c'est-à-dire où tu associes, hybride, mais c'est génial, et je trouve que c'est très très bien. Voilà, alors le dernier peut-être exemple que je donnerai, c'est concernant la dépression, l'apathie, et aussi qui se retrouve dans la maladie d'Alzheimer, mais dans plein de pathologies neuropsychiatriques. Alors cet exemple-là, allez, un peu, voilà. Alors cet exemple-là, c'est un exemple où on a essayé d'intégrer dans une application, ça c'est en cours de développement, c'est une application et en cours d'essai, qui est créée dans le cadre d'un projet de recherche de l'Université Côte d'Azur qui s'appelle MNC3, médecine nucléaire, cerveau, cognition et comportement, d'intégrer à la fois des jeux, mais aussi, ce qui a été brillamment présenté dans la communication précédente, des capteurs qui permettent de récupérer l'information. Alors, je vais vous montrer, et donc avec comme objectif d'évaluer un petit peu l'apathie. Alors, on va lancer... Oh, merde. Ouais, non, alors, vous pouvez me revenir en arrière, s'il vous plaît, parce que je me suis planté. Voilà. Non. Allez, lancez la machine. Voilà, donc... Vous pouvez lancer la... Ouais, elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est donc dans cette simple table. C'est bon? Voilà, une application pour évaluer l'apathie, c'est-à-dire les troubles de la motivation. D'accord? Donc, il y a d'abord un premier capteur qui est, si vous mettez le son, qui concerne l'audition. Ce garçon a sauté du balcon. On demande à quelqu'un... Et il a été sauvé. En 1 minute, de nous dire un événement positif. Et on analyse. Là, c'est la même chose. Un événement, c'est ça. Mais on utilise aussi la reconnaissance du visage. Le grand agrément que j'ai, c'est d'aller me baigner. Et voilà.
Et donc, à chaque fois, il y a un algorithme qui doit pouvoir détecter la façon de s'exprimer. Et puis, la dernière chose, c'est l'actigraphie. C'est la capacité de se mouvoir. Et la capacité de se mouvoir, elle a été reliée d'une manière très forte aux pathologies démentielles. Ça va vous permettre d'écouter 30 secondes, même pas Bob Dylan, pour dire Forever Young. Ça, c'est le Grand Prix historique de Monaco qui a eu lieu il y a 3 semaines. Et donc, pourquoi on a choisi ça? Parce que c'est un des intérêts. Le paradoxe du Grand Prix historique de Monaco, c'est que les voitures, même si elles sont très vieilles, elles sont toujours flambantes neuves, et tandis que les gens qui les conduisent, ils sont très, très âgés maintenant. Et donc, à partir de là, on crée un jeu. On crée ce jeu qui est très très simple, très couillon, c'est le circuit du Grand Prix, et on demande de faire une activité de praxis. Et cette activité de praxis, on l'associe, comme ça a été aussi montré tout à l'heure, avec une activité de mémoire. Il faut que je me rappelle un certain nombre d'informations qui m'ont été communiquées à un moment ou à l'autre. Ça, c'est un exemple de jeu. Il peut y en avoir plein d'autres, mais pourquoi j'ai choisi la conduite automobile? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un truc qui me plaît. Ce qu'il y a de fondamental, et il faut le savoir, c'est qu'on va pouvoir motiver des gens si on leur propose des activités qui leur plaisent. C'est-à-dire qu'au départ, et là je ne l'ai pas marqué, mais il y a ce qu'on appelle une sorte de jeu d'intérêt où on présente des photos à des gens et on leur dit « mais qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Est-ce que c'est la bagnole? Est-ce que c'est aller à la montagne ?» Et après, et d'essayer de trouver un design de jeu qui permette d'impliquer plus les personnes. Voilà, donc là, on passe ça, et je termine en disant que les recommandations, il y en a eu plein de recommandations, et on a participé à des recommandations pour l'utilisation des jeux sérieux dans la maladie d'Alzheimer. Alors là, vous avez les forces, les faiblesses, les avantages et les inconvénients. Je voudrais souligner seulement quelques points qui me semblent être aussi vrai pour ce qui est de l'ordre des jeux utilisant les nouvelles technologies que des jeux de plateau. Le jeu renforce de la motivation, c'est toujours exact. Les opportunités, c'est l'industrie des jeux, l'attractivité du public, l'acceptation académique et professionnelle, le rapprochement, c'est vraiment fondamental parce que c'est, bravo aux organisateurs de la journée, c'est le rapprochement entre des gens qui travaillent dans des disciplines différentes. Et c'est de là qu'on arrive à construire quelque chose. Et puis, le serious game est un outil de recherche. Et je termine en disant qu'une des menaces, c'est de le considérer seulement comme un outil. Ce n'est pas le traitement, ça ne guérit pas. Mais c'est quelque chose qui est un instrument de plus pour les thérapeutes. Et peut-être, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière diapo, c'est que ça, c'est un papier qui vient de sortir dans le JAMA Psychiatrie, qui est une grande revue, et qui est un papier qui vient de Chine, l'association avec les activités de vie intellectuelle et la diminution du risque de démence. Alors, il y a tout un tas d'activités, et j'en ai souligné quelques-unes. Les exemples d'activités intellectuelles sont de lire des livres, des journaux, des magazines, de jouer à des jeux de cartes, au mahjong ou à des jeux de plateau. Donc vraiment, Asmodée, vous êtes top dans la cible. Voilà, donc la dernière. Allez, aidez-moi pour la dernière. Soyez sympa là-haut. Voilà, donc c'était pour remercier tous les patients qui viennent, parce qu'on a l'avantage, on n'est pas un living lab, on est un endroit où il y a un centre mémoire et il y a une équipe de recherche. Et ce qu'on propose aux gens, c'est de venir jouer pendant qu'ils viennent en consultation. C'est bien sympa pour eux, donc remercier tous ces gens-là et remercier une partie de l'équipe qui est là. Merci. Là, je suis dans les temps. On a le temps pour une question. Je vais prendre quelques questions. Merci beaucoup, professeur. On a le temps pour une ou deux questions, si jamais il y en a quelques-unes parmi vous, quelques-unes dans la salle. C'est le syndrome du vendredi soir? Voilà. Non? Bon, bah, dans ce cas-là, on va passer... Ah, si, quand même. Merci beaucoup, Philippe, pour la présentation. Je voulais savoir si tu commençais à... Parce que je sais que tu as beaucoup de réseaux, de liens. Est-ce que tu commences à mettre en place des études multicentriques pour évaluer l'impact des jeux dans le cadre d'essais cliniques ou de PHRC?
l'étude là sur Asgame, c'est typiquement ça, puisque le PRME, projet de recherche médico-économique, il y a 18 centres. Alors on pourrait nous reprocher, hein, Michael, dire c'est local, hein, c'est national. Il y a des réseaux qui se mettent en place aussi au niveau international. Tout à l'heure, on avait une collègue, mais elle a dû partir là, de Lausanne. Hein, et on a de très fortes relations avec Lausanne et avec différents centres qui s'intéressent aux jeux sérieux et qui sont coordonnés par quelqu'un qui s'appelle Adam Gazzalé, qui est du Neuroscape Lab à San Francisco. Pour histoire, c'est quand même l'équipe qui a présenté en 2013 le premier article scientifique dans la revue célèbre qui s'appelle Nature, hein, sur l'utilisation d'un serious game, hein, pour contrôler les processus attentionnels. Donc ça se met en place. Alors ce qui est aussi fortement porteur de mise en place, c'est les projets européens. Alors, qui peuvent être soit des H2020, soit il y a aussi un cadre qui est très bien, qui s'appelle EIT, hein, et qui permet d'associer, qui a toujours l'objectif, c'est d'associer des cliniciens, des ingénieurs, mais il faut qu'à la fin, il y ait quelque chose qui sorte, un produit qui sorte. Hein, et donc ça booste beaucoup. Dans le cadre de ces EIT ou H2020, c'est souvent des études pilotes, mais là, l'étude dont je vous parlais, le PRME, c'est vraiment une étude clinique. Hein, et Adam Gazzalé, aux États-Unis, là, ils sont en passe de passer à la FDA pour les enfants qui ont des troubles attentionnels, déficit attentionnel. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se développer, mais pour lequel il faut qu'on trouve des règles. Hein, comme on parlait tout à l'heure là, avec toi et Jérôme, hein, des règles sur comment translater. Là, il faut trouver des règles sur qu'est-ce qu'on va considérer comme efficacité. Hein, à tel jeu, j'ai une amélioration sur le petit jeu auquel je joue pendant mes 2 mois d'entraînement. Quelle est la résultante sur mon activité de vie quotidienne? Qu'est-ce que je vais en attendre de ces jeux? Donc là, il y a tout un travail, et c'est pour ça que chaque année, hein, on essaye de faire des recommandations, et j'espère que cette année, tu pourras participer. Bonjour professeur, merci pour votre intervention. Je me posais une question par rapport aux images que vous nous avez montrées. On voit beaucoup de personnes âgées. Je me demandais si les traitements, notamment liés au jeu que vous pouviez appliquer, s'appliquaient aussi aux plus jeunes, je pense notamment aux jeunes enfants. Oui, alors, là, j'ai centré sur les personnes âgées, parce que c'est de mon âge. Hein, mais dans l'équipe, il y a donc... il y a Florence Askenazi et Sylvie Serré qui sont des pédopsychiatres et qui travaillent en particulier beaucoup sur l'autisme. Elles ont développé dans le cadre d'une ANR un projet qui s'appelle Je Mime et un autre qui s'appelle Je Stimule pour essayer par exemple... C'est toujours les mêmes technologies qu'on revient. C'est-à-dire que Je Mime, c'est par rapport à les enfants autistes ont des difficultés d'expression émotionnelle et là on leur montre un avatar qui fait un sourire et la caméra les capte. Donc c'est toujours la même technique. Donc il y a ça. On a aussi, mais là c'est un petit programme, on a eu malheureusement l'attentat du 14 juillet là, à Nice, et on avait développé un programme on a commencé à l'Institut et qui est maintenant directement en pédopsychiatrie, s'appelait Je rêve, où alors on utilisait différentes solutions pour essayer de renforcer les émotions positives chez les enfants qui avaient été sur la prom, hein, et notamment en utilisant un jeu. Alors c'est les jeux relativement simples, tu sais, où on met, voilà, vous êtes dans une situation, ce que racontait la collègue, hein, et donc on propose à l'enfant des valences positives, hein, il fait un grand beau temps, hein, ou il fait très très noir, est-ce que vous avez des super pouvoirs ou pas de super pouvoirs? Et ça, ce type de petit jeu qui est sur écran, qui est très facile à faire, eh bien ça a un bon effet, quoi. Une dernière question ici. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été réalisées sur le syndrome de Diogène, le syndrome d'amassement compulsif, médiatisé par des jeux 3D, genre dans des environnements comme les Sims, et voir si cet amassement compulsif dans un environnement assez étranger tel que voilà, les Sims, est-ce que ça subsiste d'amasser des objets, et dans des environnements un peu plus immersifs tels que la réalité virtuelle.
Et est-ce qu'on aurait des comportements qui seraient toujours considérés, enfin qui seraient toujours du même type? Voilà. Est-ce que ça a été étudié? Non, à ma connaissance, non. C'est pas directement le syndrome de Diogène. Mais alors je réponds de deux manières indirectes. Sur le fait d'amasser, c'est un comportement qui est compulsif. Hein. Il y a d'autres troubles obsessionnels compulsifs. Toc, toc, toc. D'accord. Hein. Et eh bien, là, par contre, il y a des jeux qui essayent d'étudier et en utilisant un peu les systèmes de thérapie cognitivo-comportementale, d'essayer de désensibiliser. Mais Diogène, c'est quand même un peu plus... Et de la deuxième façon de répondre, c'est, vous avez parlé, j'en ai pas du tout parlé, mais il y a des exemples, c'est comment arriver aussi à utiliser la réalité virtuelle. Comment ça peut être quelque chose qui est complémentaire. On avait fait une étude sur l'utilisation de la réalité virtuelle chez des sujets âgés et on s'était aperçu que on pouvait faire des choses à condition qu'on fasse des choses assises. Parce que, par exemple, c'était difficile par rapport aux troubles de l'équilibre. Donc, par rapport aux jeux physiques qui nous ont été présentés, il y en a certains qu'on ne pourrait pas faire. Mais il y en a qu'on peut faire et c'est une grande piste de recherche. Merci beaucoup, professeur. On peut encore l'applaudir.